Me voilà effectivement de retour pour évoquer à nouveau la région marseillaise et effectivement un événement sportif qui a pris une véritable dimension patrimoniale. Il s'agit de la course pédestre hors stade, selon la formule consacrée, Marseille-Cassis, qui a fêté donc en 2019 ses 40 ans, 2019 dernière édition, puisque malheureusement, comme bien d'autres événements en 2020, il n'y a pas eu de course. Donc une course qui se déroule entre Marseille, le stade Vélodrome cher à Jean-Paul, et le port de Cassis, désormais d'ailleurs un petit peu plus loin. Donc c'est une course de 20 km, vous voyez ici sur l'écran l'itinéraire, qui rassemble 20 000 participants, et ce chiffre-là, le nombre est plafonné. Et d'ailleurs, avant la course, il y a une autre course, c'est la course au dossard, pour obtenir effectivement son dossard et participer à la course. Les inscriptions en ligne, je crois, commencent au mois de mars pour une course qui se déroule fin octobre, et en l'espace de quelques jours, il y a plus de dossards disponibles. Des coureurs qui proviennent pour presque la moitié, 45% du département des Bouches-du-Rhône, une dizaine de pourcents, 11% précisément de la région, hors Bouches-du-Rhône, donc région Sud PACA, et 44% des participants qui proviennent du reste de la France et du reste du monde. Merci Jean-Charles. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on est alimenté en eau. Donc, rassurez-vous, tout ira bien. Alors, l'histoire de cette course, qui est vraiment devenue l'un des grands événements sportifs de la région et de la région marseillaise, bien cette histoire, elle se nourrit de mémoires individuelles, de mémoires collectives, et c'est ce qui sans doute lui donne cette dimension patrimoniale. Alors, cette course, l'initiative en revient, et l'organisation d'ailleurs, en revient à un club qui a été fondé en 1936 dans le quartier ouvrier de Sainte-Marguerite, qui se situe au sud, à proximité du Prado, et toujours du stade Vélodrome. Un club fondé par des militants communistes, syndicalistes de la CGT. Il s'agit du Sporting Club ouvrier Sainte-Marguerite. Et vous voyez ici, je vous laisse découvrir à l'écran l'article 1 des statuts, tout à fait conforme justement à l'esprit du sport ouvrier à l'époque, rassemblé au sein de la fédération sportive et gymnique du travail. Et je vous ai mis ici des documents tirés des archives départementales des Bouches-du-Rhône, de la fédération sportive et gymnique de travail, donc créée en 1934, qui soutient la politique menée par le gouvernement de Front Populaire en 1936, un gouvernement qui veut justement populariser le sport pour l'éducation et la santé des jeunes Français. Et Rémi Lombardi a consacré son mémoire de Master 1 à la question du sport à Marseille, et notamment des équipements sportifs à Marseille. Je vous invite à découvrir ce travail qui montre bien à quel point, déjà à l'époque, et c'est une problématique qui est toujours d'actualité, ces équipements sportifs font cruellement défaut à Marseille. Et la FSGT et le SCO participent d'une campagne visant justement à valoriser le sport, les équipements sportifs pour une jeunesse, je cite, saine, forte et joyeuse. Alors, la FSGT, bien sûr, elle est interdite par le régime de Vichy. Elle renaît de ses cendres après la guerre. Vous le voyez ici sur ce document qui date de 1946. Et en dépit justement d'équipements toujours insuffisants, le SCO élargit ses activités qui étaient jusqu'alors quand même essentiellement cantonnées au football. Et dans un quartier qui est de moins en moins ouvrier, qui est le quartier de Sainte-Marguerite, le club devient en 1969 la Société culturelle et omnisport, tout en restant attaché à l'esprit ouvrier, si je puis dire, des fondateurs, et parce que le club revendique le droit au sport pour tous et le haut niveau possible pour chacun, je cite. Et c'est un slogan qui sonne finalement comme une sorte de devise pour la course qui est créée donc en 1979,
sous l'égide de la FSGT, donc par la jeune section athlétisme du SCO, et son président André Giraud. Alors André Giraud, qui est devenu une personnalité, puisque vous évoquiez tout à l'heure votre goût et votre passion pour l'athlétisme et le meeting de ce soir, eh bien c'est l'actuel président de la Fédération française d'athlétisme depuis 2016, je crois, et qui a donc commencé sa carrière d'athlète au SCO, qui a été président de ce club. Et André Giraud aime, vous pouvez aller voir sur Internet, dans des articles, dans des vidéos, justement, il aime à rappeler les circonstances qui l'ont conduit justement à imaginer la course. Il rappelle qu'il résidait non loin de Montredon, à Marseille, et qu'il avait pris l'habitude de faire en courant le trajet aller-retour jusqu'à Cassis pour rendre visite à ses parents. On peut éventuellement douter, pourquoi pas, en tout cas c'est une belle histoire qu'on va prendre comme telle. En tout cas, ce parcours, il est arpenté depuis la fin du 19e siècle par les excursionnistes, notamment les coureurs cyclistes du Tour de France dès 1912. Là, je vous ai mis une image du Tour de 1967. Paris-Nice également passe à plusieurs reprises par cet itinéraire, et notamment le fameux col de la Gineste, qui est long de 5 km de mémoire, je crois qu'avec des pentes par moment à 7%, et qui constitue le temps fort de ces différentes courses, évidemment, de la course Marseille-Cassis. Alors, la création de cette course, elle s'inscrit dans un contexte que je vais évoquer très rapidement. C'est celui de l'essor de ce que l'on appelle aux États-Unis le jogging, qui réinvente la course à pied, justement, hors des stades, à un moment où en France, d'ailleurs, les Français sont de plus en plus nombreux à se livrer à des pratiques sportives. Et le jogging, que l'on appelle aussi footing, constitue, avec la natation et le football, l'une des pratiques préférées des Français assez rapidement. Et je vous invite d'ailleurs, concernant cette histoire de la course en liberté, à voir si ce n'est pas déjà le cas. J'en vois hocher la tête, ce très beau film qui est donné lui aussi un livre qui s'appelle Free to Run, et qui évoque justement cette histoire de cette course en liberté, notamment les temps forts, bien évidemment le marathon de New York, avec la première édition en 1970 qui s'installe comme une référence un peu absolue. En France, la référence, c'est la course en Lozère, créée en 1973 entre Margevols et Mende, qui est vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de coureurs. Et là, je voudrais citer notre collègue de l'Université d'Aix-Marseille, Christian Bromberger, qui évoque justement des coureurs libérés de la cendrée des stades dont ils franchissent à jamais les portes. Je trouve que la formule est jolie. Et ces coureurs, ils ont leur revue Spiridon, une revue qui se déploie entre 1972 et 1989. Et c'est une revue qui insuffle justement cet esprit de liberté, d'individualisme, d'hédonisme, une sorte de résonance de l'esprit de 68, quelque part, une défiance à l'égard des institutions, et y compris les fédérations sportives. On s'inscrit complètement à la marge. Et d'ailleurs, les fédérations sportives leur rendent bien, et notamment la Fédération française d'athlétisme n'accorde pas beaucoup d'intérêt à ceux qu'elle appelle des couraillons, avec une certaine mépris au regard des athlètes, qui, eux, ont une certaine noblesse. Et donc, c'est dans cet esprit-là, en tout cas, que se déroule... Alors là, je vais couper le son, Jean-Charles, juste pour vous montrer quelques images de la première édition. La première édition du semi-marathon Marseille-Cassis, organisé par le... Voilà, c'est pas la peine, effectivement. Donc, c'est un reportage de France 3. Ça nous permet juste d'avoir une ambiance, de se replonger dans l'époque. Alors, à l'époque, c'est un semi-marathon. Tout à l'heure, je vous disais aujourd'hui 20 km. Donc, c'est une compétition qui présente une forme hybride, puisque justement, c'est à la fois une compétition pour coureurs aguerris, bientôt d'ailleurs des coureurs professionnels, et puis ceux que l'on appelle les anonymes, également, et ils sont nombreux assez rapidement, et d'ailleurs la Fédération française d'athlétisme saisit très vite la portée de l'événement et accorde son label au début des années 80 aux côtés de la FSGT. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit là, je crois que c'est la Gineste, oui, ils sont en train de commencer à monter le fameux col de la Gineste.
Et les podiums, en tout cas, de cette course, au cours des 40 dernières années, reflètent assez bien justement, les dynamiques sportives, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle internationale. Les premiers vainqueurs sont des coureurs locaux. Je pense notamment à Tony Martins, qui est licencié au SCO et qui remporte 3 fois l'épreuve en 85, 86, 90, né au Portugal, qui a servi plusieurs années au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Vous le voyez ici, d'ailleurs, il porte le maillot des marins-pompiers. Tony Martins, qui est une figure, qui a quand même participé aux 10 000 mètres des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et qui détient, je parle sous le contrôle de spécialistes, mais je crois qu'il détient toujours le record de France du 10 000 mètres sur piste. Il est le seul à avoir remporté 3 fois la course avec Jean-Pierre Louvet, qui était lui licencié à Marignane et qui a remporté 3 fois la course. Première victoire étrangère en 1987, un Gallois, Nigel Adams. Et par la suite, vous le voyez ici sur le palmarès, on retrouve d'une certaine manière la géopolitique sportive de l'athlétisme et des courses longue distance, avec, si je puis dire, un passage de relais entre les coureurs de l'Est, deux Est-Allemands, un Tchèque ici, côté masculin, hongrois, tchèque, russe, côté féminin, et passage de relais, évidemment, vers les coureurs d'Afrique de l'Est, qui dominent, vous le voyez, sans partage quasiment, depuis des années, alors j'ai noté, depuis que le parcours est à 20 km, donc c'est ici, vous pouvez compter avec moi, 4 Kenyans et 4 Éthiopiens du côté masculin, 7 Kenyanes et une Éthiopienne, et vous avez ici d'ailleurs les 2 derniers vainqueurs de la course. Alors, ceux qui disputent cette course ne sont pas les seuls à faire la notoriété. Le parcours, on l'a dit tout à l'heure, un parcours somptueux, effectivement. Donc là, vous voyez évidemment derrière, c'est Marseille. Et là, l'arrivée sur Cassis, donc de part et d'autre du col de la Gineste, qui fait la difficulté, le col de cette épreuve, qui lui confère un statut un peu mythique, justement. Et c'est une course qui est d'emblée, vous le voyez, une course populaire, je vous le disais tout à l'heure, première édition, 9000 inscrits, ce nombre ne cesse de croître, plafonné aujourd'hui. Chaque année, les femmes sont de plus en plus nombreuses, avec une accélération même. Elles étaient 23% en 2013, 35% pour l'édition de cette année, qui se déroulera en octobre prochain. Et on est bien loin. Je vous ai mis, moi j'aime beaucoup cette image très, très connue de Catherine Switzer lors du marathon de Boston. On voit ici le directeur de la course qui cherche à l'exclure de cette course, puisque vous savez qu'on considérait à l'époque qu'une femme ne pouvait pas courir une distance supérieure à 800 mètres. On est bien loin, fort heureusement, désormais, de cette époque. Et aujourd'hui, Marseille-Cassis, c'est aussi une fête, dans un esprit un peu folklorique, carnavalesque. Les médias sont de plus en plus nombreux à assurer la couverture de l'événement, et on voit ici les participants, donc des animations au bord de la route, des participants un peu facétieux dans leur déguisement. Donc c'est aussi un autre aspect de cette course, et en tout cas une course qui, tout au long donc, de ces 40 dernières années, 41 ans maintenant, s'est développée, s'est structurée donc, afin de répondre à un engouement populaire, tout en assurant justement à cette course un rayonnement international, en lui donnant une véritable valeur sportive. Et regarde Jean-Paul, prochaine édition, 2021, dimanche 31 octobre. Malheureusement, il n'y a plus de dossard. Mais on pourrait d'ailleurs, non, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Paul, 2022, on s'inscrit collectivement, le col de la Gineste, Yvan, bouillant, déguisé. On a déjà prévu le Mougny avec Yvan la semaine prochaine. Et allons Merci. Étape par étape. Merci en tout cas pour votre attention.